Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le champ magnétique B créé par un cylindre infini de rayon R parcouru par un courant de densité volumique de courant J. Pour cela, on va utiliser le théorème d'Ampère, qu'on a déjà utilisé dans d'autres vidéos. Ici, on va voir que c'est un cas plutôt simple, donc c'est vrai que pour commencer à appréhender le théorème d'Ampère, c'est un bon exercice. Alors, avant d'appliquer le théorème d'Ampère, il faut toujours étudier les symétries et les invariances du champ B. Donc pour ça, il faut trouver des plans de symétrie pour le champ, pour le I. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on trouve un plan de symétrie pour le courant I, à ce moment-là, on sait que le B sera perpendiculaire à ce plan. Et donc, ce qui élimine deux vecteurs, et donc on aura directement le vecteur B que l'on veut. Alors, avant de trouver des plans de symétrie, il faut déjà savoir dans quel repère, dans quelles coordonnées on va se mettre. Ici, comme on a un cylindre, qui peut modéliser un câble par exemple, et bien, si on a un cylindre, bien évidemment, on va se mettre en coordonnées cylindriques, c'est-à-dire R, θ et Z. Donc R, θ et Z, donc pour ça, il faut choisir l'axe Z. Bien évidemment, comme le courant ici va comme ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, alors, on va faire un petit peu mieux quand même, je vais prendre un axe Z qui passe par le milieu de mon cylindre. Donc là, je vais avoir l'axe Z qui est comme ça, avec le courant I qui va comme ça. Bon. Et donc maintenant, je prends un point M, ici, et la question c'est quel est le vecteur, enfin le plan plutôt, qui est un plan de symétrie pour le I. Alors, on pourrait se dire, tiens, on va prendre le plan comme ça qui coupe le cylindre en deux dans le sens de la longueur. Mais ça, c'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Parce que si je prends le plan qui coupe comme ça, et ben je vois que à gauche, j'ai le courant qui va vers la gauche, mais à droite, j'ai le courant qui va aussi vers la gauche. Donc ça veut dire que à gauche, j'ai ça, et à droite, j'ai ça. Bon bah ça, c'est pas vraiment le symétrique de ça. Si par contre j'avais quelque chose comme ça, là j'aurais quelque chose qui serait symétrique. Mais là, comme j'ai ça, ça c'est au contraire antisymétrique. Donc c'est pas très intéressant de prendre ce plan-là. Le plus intéressant, c'est de regarder plutôt du haut. Donc de haut, on va voir ici comme ça un cercle. Hein, et on va avoir le champ I qui vient vers nous. Donc s'il vient vers nous, c'est des points. Donc là, ça va vers la caméra. Donc là, j'ai le courant I. Et je prends mon point M qui est là. Et par contre, là, si je prends le plan... I, je vais le mettre en dessous. Si je prends le plan qui coupe cette fois-ci, mais le cylindre dans ce sens-là, c'est-à-dire que je vais le couper en deux demi-cylindres. Et bien à ce moment-là, ça c'est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce qu'on voit que le symétrique de I ici, c'est I, le symétrique de I là, c'est là. Et là, pour le coup, ceux-là sont vraiment symétriques, c'est-à-dire que les deux vont, comme on le voit, vers la caméra. Et ça, c'est bien le symétrique de ça par rapport au plan. Donc ça veut dire que ce plan est un plan de symétrie. Alors c'est quoi ce plan? Et bien ce plan, c'est le plan M, ER, parce que là on sait que c'est ER, et EZ qui est vers la caméra également, donc là EZ qui est comme ça. Alors j'ai le Eθ qui lui est perpendiculaire, comme ça, et donc là on voit bien que le plan qui coupe comme ça, ben, c'est le plan ER, EZ. Donc là, le plan de symétrie pour le I, c'est le plan ER, EZ. Et comme le B est perpendiculaire à ce plan, qu'est-ce qui est perpendiculaire au plan ER, EZ? Bah, c'est Eθ. Donc je sais que le B sera selon le vecteur Eθ. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les symétries. Maintenant, au niveau des invariances. Les invariances, c'est le champ B, de quelle variable va-t-il dépendre? Ici, j'ai trois variables qui sont R, θ et Z. Sauf que, comme le cylindre est infini, selon l'axe Z, bien évidemment, le champ B ne va pas dépendre de Z. Donc déjà, on sait que entre les trois variables R, θ et Z, le champ B ne va pas dépendre de Z. Ensuite, par invariance de rotation autour du cylindre, je sais que ça ne va pas non plus dépendre de θ, puisque si je prends le point M ici, ou un point M qui est là, donc juste en changeant de θ, là comme ça, ben on voit que ça ne change rien. Par symétrie, on a juste à retourner la figure, le I sera le même, et le point M revient au point de départ. Donc ça ne change absolument rien.
Par contre, là, ça va dépendre de R, parce qu'on se doute bien que si je vais très loin de R, enfin, très loin du cylindre, là, par contre, le champ sera nul, et donc, par contre, le champ B dépend de R. Donc, ça veut dire que B, c'est égal à B de R, selon le vecteur Eθ. Donc, une fois que j'ai fait ce travail-là, préparatoire, je vais pouvoir, maintenant, appliquer mon théorème d'Ampère. Ce sera beaucoup plus simple d'appliquer mon théorème d'Ampère. Alors, le théorème d'Ampère, je rappelle que c'est l'intégrale de B scalaire dl, donc la circulation de B selon un circuit fermé, est égale à mu0 fois I enlacé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce circuit fermé? Eh bien, c'est le fameux circuit d'Ampère enfin le contour d'Ampère qu'il faut choisir au préalable d'appliquer le théorème. Parce que là, on va faire l'intégrale de B scalaire dl avec le dl qui va être le dl sur le contour d'Ampère. Et de la même manière que le I enlacé, ce sera le I qui sera enlacé par le contour d'Ampère. Alors qu'est-ce qu'on prend ici comme contour? Donc c'est un contour qui doit respecter les symétries du système et qui en plus doit passer par le point M. Bon, bien évidemment, hein, le contour, je ne vais pas prendre un carré, je ne vais pas prendre un losange, je ne vais pas prendre un rectangle, je vais prendre bien évidemment un cercle, puisque ici, tout est à symétrie cylindrique, et donc qui dit cylindre dit cercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cercle de rayon petit r, parce que ici mon point M, il est situé à une distance r de l'axe, et donc c'est un cercle, alors si l'axe est comme ça, mon cercle, lui, va être du coup comme ça. Donc là, il faut penser en 3D, hein, donc j'ai mon axe, mon cylindre qui est comme ça, et le cercle que je vais prendre passant par le point M, c'est le cercle qui tourne comme ça, autour du cylindre. Donc ce sera, hop, quelque chose qui sera, hop, en pointillé, tac, comme ça, voilà. Et donc il y a l'élément qui passe par le point M, et qui est de rayon R. Alors, maintenant, il faut aussi que j'oriente mon circuit. C'est-à-dire que je vais l'orienter soit dans le sens trigonométrique, soit dans le sens des aiguilles d'une montre. Comment faire pour choisir? Ce qu'il faut, c'est se dire que le courant qui traverse mon circuit, mon contour d'Ampère, doit sortir de manière positive. Qu'est-ce que ça veut dire de manière positive? Eh bien, si je prends, donc ici, deux cercles, donc un que je vais orienter dans le sens trigonométrique et l'autre que je vais orienter dans le sens horaire, si je tourne comme ça, je vois que c'est comme si je dévissais une bouteille. Quand je dévisse une bouteille, le bouchon va vers la caméra comme ça. Et donc le I qui sera compté positivement, c'est le I qui vient vers la caméra. Donc c'est-à-dire avec un point. Au contraire, si je tourne comme ça, je vois que en tournant comme ça, là je rebouche la bouteille, c'est-à-dire je vais vers le tableau. Et donc le I qui sera compté positivement, ce sera le I qui tourne, enfin qui ira dans ce sens-là, et donc c'est pour ça qu'on met des croix, pour dire que ça va comme ça. Bon. Autre manière de le voir, c'est avec la main droite, surtout pas la main gauche, mais la main droite. Si on met le contour d'Ampère qui tourne dans ce sens-là, donc comme le schéma de gauche, on voit que ça tourne comme ça, et bien on voit que le pouce, il va vers la caméra, c'est-à-dire, il est compté positivement dans ce sens-là. A l'inverse, si je dois tourner dans l'autre sens, je vois que je dois retourner ma main avec le I qui va vers le fond, vers le tableau. Donc à ce moment-là, c'est compté positivement dans ce sens-là. Donc ici, je vois que je tourne, enfin le I traverse comme ça vers la gauche. Et donc, si je mets mon pouce justement vers la gauche, je vois que ma main doit tourner, comme on le voit, hop, dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens ici, dans le sens trigonométrique, si je me mets ici. C'est-à-dire que là, c'est comme si ce cercle-là, hop, on le décalait comme ça. Bon, on voit que le I il va bien vers la gauche, et je tourne dans ce sens-là, c'est-à-dire dans ce sens-là. Okay, donc c'est-à-dire, hop, comme ça, et ici, comme ça. Donc, dans ce sens-là. Donc on voit bien avec la main. Okay, ou alors, avec si je dévisse comme ça, eh bien, je vais vers la gauche. Donc ça, c'est mon contour d'Ampère. Une fois que j'ai mon contour d'Ampère, je vais pouvoir calculer l'intégrale de B scalaire dl et le mu0 fois I enlacé. Donc là, je vais pouvoir enlever hop, les symétries et les invariances. Je vais quand même garder que B, la structure de B, c'est B de R selon Eθ. Hop. Et donc, l'intégrale de B scalaire dl, je vais la calculer en dessous, ce sera plus simple. Donc, que vaut l'intégrale de B scalaire dl? Alors, on sait que le B, c'est B de R selon Eθ. Donc ça, on peut l'écrire.
Et que vaut le dl? Eh bien le dl, je vois que je suis sur un cercle de rayon R, et quand je suis sur un cercle de rayon R, petit r, je sais que le dl, c'est r dθ selon le vecteur Eθ. Ça, c'est toutes les formules qu'il faut connaître sur le dl, le ds, le dv, etc. Donc ici, en cylindrique, le dl sur un cercle de rayon petit r vaut r dθ. Donc ça veut dire que la variable, c'est θ. Parce que j'ai dθ, c'est-à-dire que c'est le θ qui varie. Donc entre 0 et 2π, parce que je fais tout le cercle. Donc tout ce qui ne dépend pas de θ, je peux le sortir. Le b de r et le r ne dépendent pas de θ, donc je peux les sortir de l'intégrale. Et donc maintenant, qu'est-ce qui me reste dans mon intégrale? Il me reste Eθ scalaire Eθ, ça fait 1, parce que ce sont des vecteurs unitaires. Et donc il me reste juste le dθ. Et ce θ varie de où à où? Bah, il varie de 0 à 2π pour faire tout le tour. Hop. Et que vaut l'intégrale de 0 à 2π de dθ? Bah, je sais que ça fait 2π. Donc ça fait 2π petit r fois b de r. Donc voilà pour l'intégrale de b scalaire dl, que je vais réécrire ici. L'intégrale de b scalaire dl est égale à 2πr fois b de r. Bon. Donc ça, c'est pour la circulation du champ B. Maintenant, il faut calculer le mu0 fois i enlacé. Alors c'est là qu'il y a une petite subtilité, puisque si je refais mon schéma vu de face, j'ai ici mon cercle, hein, d'accord, mon rayon, donc deux rayons grand R. Donc ça, c'est pas le contour d'Ampère, hein, ça c'est le cylindre total. Et j'ai mon contour d'Ampère, par exemple, qui est ici. Bon, avec qui lui, par contre, est de rayon petit r. Sauf qu'en réalité, je vois que j'ai deux zones. La zone quand petit r est supérieur à grand R, et la zone quand petit r est inférieur à grand R, c'est-à-dire quand je serai ici à l'intérieur. Et à ce moment-là, mon contour d'Ampère sera comme ça. Et ce qui est différent, c'est que quand je suis à l'extérieur, eh ben, le i enlacé, c'est tout le i de tout le cylindre, parce qu'on voit que tout le i du cylindre traverse mon contour d'Ampère, alors que quand le petit r est inférieur à grand R, eh ben, la seule partie de i qui va traverser le cylindre, qui va traverser le contour d'Ampère, ce sera le i qui est justement dans le contour d'Ampère. Donc j'ai deux cas, et comme j'ai deux cas, eh bien, il faut que je fasse les deux cas dans le calcul du i enlacé. Pour la circulation, ça ne change rien. Par contre, pour le i enlacé, eh ben, ça change beaucoup de choses. Donc, je vais pouvoir effacer mon schéma et me concentrer sur mon schéma, sur ce schéma-là que je vais refaire, avec les deux cas. Donc, premier cas, si petit r est inférieur à grand R. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, j'ai mon cercle de rayon grand R, donc qui est traversé par le i tout autour, enfin tout à l'intérieur du cercle, et j'ai mon contour d'Ampère ici, hop, je vais faire un petit peu mieux, mon contour d'Ampère qui lui par contre est de rayon petit r. À ce moment-là, quel est le i enlacé? Le i enlacé, c'est le i qui traverse mon contour d'Ampère, c'est-à-dire c'est le i qui est dans cette surface-là. Et donc, comment calculer le i qui traverse cette surface-là? Ben, c'est là qu'on va utiliser le j. Parce qu'on sait que le i enlacé, c'est égal à l'intégrale, alors double, attention c'est densité volumique, mais c'est l'intégrale double, de j scalaire ds, avec ds qui est la surface traversée par, justement, par le courant. Alors le j étant constant, je peux le sortir de l'intégrale, donc ça fait j fois l'intégrale double de ds, et l'intégrale double de ds, je sais que c'est tout simplement la surface S. Sauf que, quelle est cette surface S? Ben, c'est la surface qui est traversée par le courant. Or, le courant traverse dans cette surface-là, c'est-à-dire le cercle de rayon petit r. Et donc, je sais que c'est J fois pi fois petit r au carré. Donc, si R est inférieur à grand R, j'ai le I enlacé qui est égal à J fois pi fois petit r au carré. Maintenant, deuxième cas, c'est si R est supérieur à grand R. Donc cette fois-ci, je vais refaire mon schéma. Donc j'ai toujours ma sphère de rayon grand R ici, enfin ma sphère, non, mon cylindre de rayon grand R. Et par contre, cette fois-ci, j'ai mon contour d'Ampère de rayon ici petit r, qui lui est en dehors.
Donc j'ai I enlacé qui est toujours égal à l'intégrale de J scalaire ds. Le J est toujours constant, je peux le sortir. Donc ça me fait l'intégrale double de ds, sauf qu'attention, cette fois-ci, là, ça va toujours donner la surface, mais la surface, c'est la surface traversée par le courant. Or, le courant, je rappelle qu'il n'y en a que ici, dans mon cylindre. On voit bien que dans le cylindre, il y a du I. Par contre, en dehors du cylindre, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire que ici, la surface où le I traverse, eh ben, c'est uniquement cette surface-là, c'est-à-dire la surface du cylindre, puisque autour, donc là, dans la surface en blanc, eh bien, il n'y a pas de courant. Donc cette fois-ci, le S sera égal à pi fois grand R au carré. Puisque, certes, mon contour d'ampère est de rayon de petit r, mais le I ne traverse que le cylindre de rayon grand R. Et donc, la surface ici, c'est pi fois grand R au carré. Donc, si je remplace dans l'expression là, finalement, pour petit r supérieur à grand R, j'ai I enlacé qui est égal à J fois pi fois grand R au carré. Donc voilà pour les deux expressions que je trouve. Pour le I enlacé, faire très attention à ça, c'est qu'il y a différentes formules ici selon les différentes zones, un petit peu comme dans le théorème de Gauss, et donc faire très attention à identifier les différentes zones. Maintenant, je vais pouvoir utiliser mon théorème de Gauss. Je sais que l'intégrale de B scalaire dl, B scalaire dl est égale à mu0 fois I enlacé. Ça, c'est le théorème d'Ampère. L'intégrale de B scalaire dl, je sais que c'est égal à 2πr fois b de r. Là, je vais laisser mu0 fois I enlacé parce que pour l'instant, le I enlacé, j'ai deux possibilités. Là, le b de r, je vais le passer le 2πr, pardon, je vais le passer tout de suite de l'autre côté, comme ça, ce sera plus simple. Et donc, là, ici, j'ai 2πr. Maintenant, je vais pouvoir simplifier, parce que là, j'ai 2k. Donc, b de r égale, donc là, je vais mettre une accolade, puisque justement, j'ai 2k pour le I enlacé, soit mu0 j pi r carré sur 2πr, donc ça c'est si petit r est inférieur à grand R, ou mu0 j fois pi grand R au carré sur 2πr, et ça c'est si r est supérieur à grand R, puisque je soit pi r, petit r carré, soit pi fois grand R au carré. Alors si je simplifie, je vois que les pi, je peux les enlever, donc je vais les enlever tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc là j'enlève les pi. Okay. Là aussi je peux enlever les pi, pi sur pi, ça se simplifie. Et donc là, je vois que je peux simplifier r carré sur r, donc je vais le faire tout de suite aussi. Donc r carré sur r, ça fait juste r, donc ça fait mu0 jr sur 2. Là par contre ça ne se simplifie pas, puisque je suis dans le cas où c'est grand R, et donc grand R ne se simplifie pas avec petit r. Donc finalement, je trouve cette expression mu0 jr sur 2 ou mu0 j grand R carré sur 2r, selon que petit r est inférieur à grand R ou supérieur à grand R, c'est-à-dire selon que je suis à l'intérieur du cylindre ou à l'extérieur du cylindre. Alors, c'est tout à fait logique, puisque quand petit r est supérieur à grand R, c'est-à-dire que je peux aller éventuellement très loin, et quand justement le r tend vers l'infini, le petit r tend vers l'infini, quand je m'éloigne beaucoup du cylindre, et bien là, du coup, ça me donne une constante sur l'infini, ça donne 0, et en effet, c'est pour ça que quand je m'éloigne, je trouve 0. Puisque le point M sera trop loin du cylindre pour avoir une influence quelconque. Voilà. Donc voilà un petit peu l'idée, la difficulté ici c'est surtout ça, quand le petit r est inférieur à grand R ou supérieur à grand R, donc bien penser à faire le schéma, alors pas forcément ici, mais surtout le schéma en 2D en faisant une projection dans le plan EREθ. Ça on voit beaucoup mieux ici que quand on se met en 3 dimensions, où c'est forcément moins évident de voir les différentes zones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le théorème d'Ampère. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.